PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Dans quelques minutes, tout ce que vous devez savoir sur les maisons de campagne. Que faut-il faire, que ne faut-il pas faire? On en parle avec nos invités, mais avant ça, le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et avant d'aller à la campagne, direction la mer, l'océan, direction Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, la mairie du Palais a organisé un loto un peu particulier, Marc. Oui, face à la pression foncière, les habitants de Belle-Île qui travaillent à l'année sur l'île ont bien du mal à se loger. Donc le maire du Palais a mis en vente 24 parcelles, mais face à une liste d'attente de près de 90 familles, il a organisé un loto pour tirer au sort les heureux élus. Oui, c'est plutôt original. On poursuit avec une autre histoire complètement folle, celle-ci. Un agent immobilier, une agente immobilière s'est faite embaucher comme médecin du travail. C'est quoi cette histoire ? Titulaire d'un simple BTS profession immobilière, une jeune femme de 31 ans, rêvait en fait depuis toujours de devenir médecin. Donc, elle a falsifié tout simplement des fausses attestations de l'ordre des médecins, des faux diplômes. Et avec ça, tout simplement, elle a réussi à se faire embaucher dans un centre de médecine du travail. Je vous rappelle que il y a une pénurie de médecins du travail. Donc, elle a réussi à se faire embaucher et elle a même participé à la campagne de vaccination contre la Covid. Elle a finalement été confondue et elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Et elle a d'abord été confondue avec un vrai médecin, d'ailleurs, il faut le dire aussi. Allez, avant d'être condamnée, elle avait réussi à se faire réembaucher comme ophtalmologiste dans un autre centre. C'est intéressant. Bon, écoutez, c'est ce qui s'appelle être une touche à tout de génie. On finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée, comme chaque semaine, chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une entreprise située à Paris, dans le 12e arrondissement, qui recherche un gardien qui aura pour mission l'entretien, la maintenance et les parties communes, les petites réparations de l'immeuble. Pour ce poste en CDI qui demande autonomie et rigueur, votre rémunération sera de 22 500 € bruts par an sur 13 mois. Un logement de 63 mètres carrés est également prévu, ainsi qu'une voiture de service. Vous trouverez cette annonce sur gardienrecrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati. Restez avec nous tout de suite. Place à Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la fin des chaudières au fioul. Alors, d'ici peu de temps, vous n'êtes pas sans savoir que les chaudières seront amenées à disparaître. Que dit précisément la loi ? Quelles sont les nouvelles obligations pour les particuliers et surtout, quelles sont les solutions de remplacement ? On fait le point tout de suite avec Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication Mon Expert Rénovation Énergie. Alors, la fin des chaudières au fioul en pratique, ça se passe comment ? Dites-nous tout. Alors Céline, pas de panique, les chaudières au fioul ne vont pas être arrachées de leur logement. C'est plutôt un raccourci, on devrait plutôt parler d'interdiction d'installer une nouvelle chaudière au fioul. Alors si vous en avez une, il vous sera toujours possible de la faire réparer tant que cela est envisageable, bien entendu. Mais pourquoi cette interdiction ? Le fioul est une des énergies les plus polluantes. Ces chaudières rejettent beaucoup trop de CO2, ce qui profite au réchauffement climatique. Pour vous donner une comparaison, une chaudière au fioul consomme 2 à 3 fois plus de CO2 qu'une pompe à chaleur. Et attention, face aux chaudières fonctionnant avec des granulés de bois, le fioul ne fait pas le poids. Alors mon petit conseil, changez d'équipement de chauffage, préférez une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur et profitez des aides financières, comme la prime énergie et ma prime rénov. Et n'attendez pas que votre chaudière vous claque entre les doigts l'hiver. Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, je vous présente un produit. Alors là, je le sais, vous allez flasher dessus. Je pense qu'il est chez vous dans quelques jours. Vous allez le commander, c'est obligé. Alors, il s'agit d'un réfrigérateur un peu hippie en fait, qui est, même complètement hippie. Il est orange avec des grosses fleurs dessus. Voilà. C'est un réfrigérateur qui a été fait en partenariat avec une célèbre marque de soda. Et alors là, j'avoue, c'est un réfrigérateur qui ne passe pas inaperçu. Voilà, un total look 70. Et voilà la bonne idée pour ma future cuisine. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Merci à vous également, Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Je n'aurais jamais pensé entendre parler un jour de la couleur du frigo de Marc Ezrati. Allez Marc, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, direction la campagne. Est-ce que les Français ont déserté les grandes villes pendant le confinement ? Est-ce qu'ils ont décidé d'élire domicile dans une maison de campagne, quitte à télétravailler quand ils en ont les moyens ? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Et on est tout de suite avec Marc Ezrati jusqu'à 10h. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle des maisons de campagne. Bonjour à vous, Corinne Joly. Bonjour. Présidente de particulier à particulier PAP.fr. Marc Ezrati. Corinne Joly, est-ce qu'il y a un véritable rejet des grandes métropoles en 2022 ? Alors, c'est un peu exagéré, mais il se passe quelque chose. Déjà, il y a un petit peu un rejet de Paris. On sent que le marché s'est tout de même ralenti et les prix immobiliers baissent doucement. Mais quand même, pour Paris, il faut le noter, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas baissé. Après, ils restent quand même très hauts et ça reste assez facile de vendre un appartement à Paris pour peu que le prix soit correct. Mais c'est sûr qu'on a quitté la phase de frénésie où on pouvait tout vendre à des prix qui ne cessaient pas de monter. Pour les autres grandes villes, honnêtement, sur PAP, on ne note pas vraiment de rejet. Déjà, les prix immobiliers, ils sont quand même plus accessibles, au moins 2 fois moins chers que Paris. Et le cadre est tout de même déjà moins stressant et énervant que celui de Paris. Donc, pour moi, le phénomène concerne avant tout Paris. Alors Corinne, rappelons-nous, en septembre 2020, on en avait parlé ici, on observait un phénomène d'éloignement des Français des grandes métropoles vers les campagnes. Est-ce qu'elle se confirme aujourd'hui, cette tendance ? Disons que c'est avant tout un phénomène d'étalement urbain qui existait déjà avant, mais qui a en effet été renforcé par l'explosion du télétravail. Le télétravail, évidemment, ça diminue le temps passé dans les transports, mais ça demande aussi d'avoir plus de place chez soi. Donc on s'éloigne de son lieu de travail pour accéder à des prix au mètre carré moins chers et donc avoir plus d'espace. Il y a aussi en parallèle une forte aspiration pour les maisons, et ça c'est toujours d'actualité. Les Français recherchent avant tout en ce moment une bonne qualité de vie et ça passe par le logement. Il y a un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est devenu assez central avec la crise sanitaire, la volonté de passer du temps en famille, avec ses amis. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en termes de mode de vie, on préfère faire un barbecue qu'aller au resto, regarder Netflix plutôt que d'aller au cinéma, commander aller en ligne plutôt que d'aller dans un centre commercial. Et tous ces changements-là font qu'on a moins besoin des services qu'apporte la ville et qu'on peut s'éloigner dans des zones moins denses, la campagne. Sachant que dans certains villages, il y a même des ciné-mobiles. C'est un camion qui arrive, qui se déroule comme un accordéon et dans lequel vous avez une salle de cinéma. Et j'imagine que tout ça, ça a un impact sur le prix de l'immobilier. Oui, clairement, le prix des maisons, il est en train d'augmenter et dans certaines zones attractives, l'arrivée de citadins avec un certain pouvoir d'achat immobilier, ça pose problème car les locaux n'ont pas les mêmes budgets et ce sont eux qui finissent par s'éloigner alors que les nouveaux arrivants, en plus dans certains cas, ne sont même pas en train d'acheter une résidence principale. On a notamment les villes du bord de mer où il y a des achats de résidences secondaires qui sont en partie mises à la location touristique. Ça fait monter les prix, mais en même temps, ce sont des arrivants qui n'habitent pas là toute l'année, donc les locaux se sentent un peu chassés par des fantômes avec beaucoup d'argent. Alors, s'installer à la campagne, c'est le rêve de beaucoup de citadins, mais à quoi faut-il faire attention quand on veut en faire sa résidence principale ? Alors clairement, au quotidien, il faut regarder où on va faire ses courses, où est la boulangerie la plus proche, où on va emmener ses enfants à l'école, où sont vos proches. L'erreur numéro 1, c'est de choisir un lieu idyllique pour les vacances, mais peu pratique au quotidien car vous êtes trop éloigné de la plupart de vos activités courantes. Donc le vrai sujet, c'est la dépendance à la voiture quand on habite à la campagne. Alors c'est vraiment un gros sujet. Ce qu'on gagne sur le prix de l'immobilier, on peut le perdre en essence, surtout en ce moment. Et puis au-delà du prix de l'essence, il y a des incertitudes sur le mode de transport en général. Il y a une forte pression pour passer aux véhicules électriques, notamment avec les ZFE, les zones à faible émission, qui vont interdire à la circulation énormément de véhicules jugés trop polluants dans certaines zones dans les prochaines années. Ça concerne beaucoup de villes, pas que les métropoles. Et par exemple, dans le sud-ouest, il y a Bordeaux et Toulouse qui sont concernés, mais il y a aussi Pau et Bayonne. Et en même temps, les voitures électriques, ça coûte cher, donc tout le monde ne peut pas se permettre d'y passer. Donc si vous êtes obligé de prendre la voiture pour vous rendre dans ces villes, même occasionnellement, ça va devenir un vrai problème. Au fond, la campagne, c'est bien pour en faire sa résidence secondaire ou pour faire de la location vacances. Alors, moi, je me prononcerai pas. Non, oui, enfin, c'est vraiment une réflexion de rat des villes, ça. Alors, en tant que rat des champs, non, la campagne, c'est bien pour ce qu'on veut. Voilà, en fait, non, mais ça dépend de vos aspirations. Il n'y a pas à décider de ce qui est bien ou mal. Il y a des gens qui détestent le bruit, le monde, donc manifestement Jean-Marie, et qui aiment être tranquilles. J'ai grandi à la campagne. Voilà, il y a des gens qui aiment être tranquilles, qui aiment profiter de la nature, donc la campagne, ça va très bien leur aller. À l'inverse, il y en a à la campagne qui s'ennuient au bout de 2 jours, donc il n'y a vraiment pas de règle générale à faire. La principale, c'est surtout de bien définir vos aspirations d'un côté et être conscient que chaque lieu a des avantages et des inconvénients, donc il faut choisir ce qui vous convient le mieux.
Alors, qu'est-ce que vous observez sur PAP.fr concernant le marché des maisons de campagne ? Est-ce qu'elles ont toujours la cote ? Oui, elles ont la cote. Comme vous dites, elles restent assez prisées comme résidence secondaire et aussi comme birésidence. Ça, c'est aussi un phénomène qui a augmenté avec le télétravail. Des personnes qui vivent à moitié dans une ville et à moitié à la campagne pour avoir les avantages des deux côtés. C'est d'ailleurs un phénomène un peu dangereux pour les campagnes car ce sont des habitants un peu moins investis. Finalement, ils trouvent à la ville la plupart des services dont ils ont besoin et ils viennent pour se reposer à la campagne et ils participent potentiellement peu à la dynamique locale. Oui, notamment les commerces. Exactement. Le télétravail, il a explosé depuis 2 ans, notamment chez les salariés du privé et les indépendants. Où peuvent-ils trouver leur bonheur s'ils veulent s'éloigner des grandes villes ? Alors on a tendance à énormément opposer les métropoles et la campagne, à oublier qu'entre les deux, il y a des centaines et des centaines de petites et moyennes villes qui proposent la plupart des services du quotidien dont on a parlé. Vous pouvez faire vos courses à pied, tout en étant très abordable. Alors on en parle moins parce que voilà, c'est un compromis, c'est pas la caricature du citadin qui lâche tout pour devenir maraîcher, mais en réalité ça correspond mieux aux aspirations et au mode de vie de la plupart des gens. Est-ce qu'il y a des régions où les maisons de campagne ont vraiment la cote cette année ? Et oui, ce sont un peu toujours les mêmes en France. On aime le littoral d'abord et puis le soleil ensuite. Donc la Méditerranée et la façade atlantique ont la cote. D'ailleurs, certaines villes sur la mer sont devenues assez hors de prix. J'ai parlé de Biarritz tout à l'heure. Alors à Biarritz, on est à plus de 7 000 € du mètre carré, donc bien plus cher que toutes les grandes villes, sauf Paris. Après, dès qu'on s'éloigne de la mer, les prix baissent assez rapidement, surtout du côté de l'Atlantique. Et pour rajouter ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez aussi des labels qui sont apparus pour le développement justement des zones rurales, les labels Petites Villes de demain. Absolument, et vous avez beaucoup d'initiatives, notamment les initiatives Cœur de Ville qui essayent de relancer les commerces en plein centre-ville, parce que c'est vrai que les zones commerciales et industrielles sont souvent à l'extérieur des villages et du coup vous avez besoin de votre voiture, même pour aller chercher le pain. Exactement. Corinne, on va continuer à parler de maisons de campagne dans quelques minutes, après une petite pause. Restez avec nous, c'est On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h, tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier, qu'on soit à la ville ou à la campagne ou dans une ville moyenne. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr et Marc Ezrati. Alors Corinne Joly, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est le bien immobilier star de la crise sanitaire. J'ai cité la maison de campagne. Alors, 2 ans après, l'engouement, il est toujours là. Alors l'attrait pour la maison de campagne, déjà il faut savoir qu'il a quand même toujours existé, c'est un peu la carte postale, donc ça existait avant la crise sanitaire, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne pouvaient pas franchir le pas et grâce au télétravail, ils peuvent. Donc depuis 2 ans, une partie des gens qui en rêvaient ont décidé de le faire, d'acheter une maison de campagne, parce que désormais une maison de campagne, voilà, ça ne rime plus obligatoirement avec résidence secondaire. On peut y aller en fonction justement du télétravail qu'on a, soit en permanence, soit à mi-temps. La crise sanitaire et surtout les confinements successifs n'y sont pas étrangers. Ceux qui ont vécu un confinement à la campagne en gardent un excellent souvenir. C'est moins le cas des citadins. D'ailleurs, comment on définit une maison de campagne ? Tout le monde a un peu sa définition, mais on peut dire que dans l'inconscient collectif, une maison de campagne, c'est une maison plutôt ancienne, avec un jardin et une cheminée, qui peut être isolée en pleine campagne ou située dans un petit village, mais dans tous les cas, le point important, c'est l'environnement qui doit être champêtre. Alors, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à vérifier avant d'acheter, ou lorsqu'on veut acheter une maison en zone rurale ? Il y en a plein. Et pour commencer, les services et les infrastructures de manière générale. Les écoles, la santé, les commerces, il faut réfléchir en fonction de vos besoins. Listez ce que vous faites toutes les semaines et projetez-vous. Si vous êtes retraité, vous allez probablement avoir plus besoin des services de santé que des écoles. Si à l'inverse, vous avez des enfants en bas âge, il faut penser à toute la scolarité, le collège, le lycée. Bref, je l'ai dit, il faut sortir de la carte postale et penser à votre quotidien. Un environnement idyllique, c'est très bien pour les vacances, mais pour la vie de tous les jours, il faut bien peser ses choix et vérifier si l'environnement est vraiment idyllique, car on peut être dans un environnement champêtre et avoir des nuisances auxquelles on ne s'était pas préparé. Alors, vous parlez de nuisances sonores, olfactives ? Alors, il peut y avoir des nuisances sonores, et là, je ne parle pas du coq ou des cloches de l'église, parce que ça fait partie de l'ambiance champêtre, mais une voie ferrée, un couloir aérien, évidemment. Et puis, en zone rurale, il faut penser aux nuisances agricoles. Par exemple, acheter une maison à l'ouest d'un élevage porcin ou avicole, dans une région où le vent dominant est à l'ouest, même à plus d'1 kilomètre, risque de ne pas vous permettre de profiter des extérieurs autant que vous l'imaginiez. Et ça peut surtout gâcher les barbecues en famille. Les pesticides,
c'est aussi un problème, ça. Ça peut aussi poser problème. Ça peut, hein, il faut juste se renseigner. En région viticole, le traitement de la vigne peut être problématique, tout comme les épandages en zone de culture. Parfois, l'eau du robinet, bien que potable sur un plan bactériologique, est à éviter parce qu'elle est chargée de pesticides. Bref, on peut être en pleine campagne et exposé à des pollutions, des mauvaises odeurs. Habiter à la campagne, ça ne signifie pas toujours échapper à la pollution et aux nuisances. Donc attention aux clichés, renseignez-vous. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les nuisances agricoles, il y a aussi les lignes à haute tension, le sifflement des éoliennes. Voilà, comme pour n'importe quel bien, il faut se renseigner et ne pas juste croire que comme on est à la campagne, on ne va subir aucune nuisance. Et au-delà de l'environnement, est-ce qu'il y a des points à vérifier sur la maison en elle-même ? Alors, bien sûr, l'achat d'une maison, c'est toujours un peu plus compliqué que l'achat d'un appartement. Surtout si la maison est ancienne, il faut vérifier l'état de tout, l'état de la toiture, la qualité de l'isolation, les infiltrations d'eau, la présence de nuisibles, comme les termites, très important. Il faut vérifier l'état général, car les travaux peuvent vite coûter cher. Et puis, il y a un point spécifique aussi, c'est le raccordement aux eaux usées. En France, il y a environ 5 millions de logements qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout et qui disposent d'un traitement par fosse septique. Ce sont très souvent des maisons de campagne et ça engendre quelques contraintes au quotidien. Et justement, ces contraintes, c'est lesquelles ? Il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les toilettes. Ça, je dirais que c'est quand même la première. Et d'ailleurs, c'est quand même un conseil général. C'est la base pour tout le monde. Oui. En fait, c'est vrai que c'est mieux. Ne pas utiliser de produits bactéricides comme l'eau de Javel qui se retrouverait dans les canalisations et finirait par perturber le fonctionnement microbien de la fosse. Il faut également l'entretenir avec des produits spécifiques que l'on verse directement dans les canalisations et procéder à sa vidange lorsqu'elle est pleine, généralement tous les 4 à 5 ans. Cette vidange, qui a un coût de 200 à 300 €, est effectuée par une entreprise spécialisée munie d'une pompe et d'un camion-citerne et c'est charmant. C'est absolument charmant. Donc, il ne faut pas hésiter, si on en a les moyens, à faire les travaux pour passer au tout à l'égout et se raccorder le plus vite possible. Marc Ezrati. Vous avez évoqué tout à l'heure la qualité de la connexion Internet. Comment on fait pour vérifier ça ? Oui, alors en effet, la qualité de la connexion Internet, elle est importante, surtout pour ceux qui vont télétravailler ou pour les gros consommateurs de films et de séries en ligne. Donc il faut vérifier l'accès au réseau de télécommunications et aussi la couverture mobile pour votre téléphone portable. Alors c'est assez indispensable pour tout le monde, c'est carrément vital si on veut télétravailler. Et pour s'assurer que ça, alors il y a pour les télécommunications, il y a des outils sur Internet. Alors c'est l'excellent site de l'ANFR, Agence nationale des radiofréquences, qui s'appelle cartoradio.fr et qui permet pour une adresse donnée de vérifier si vous êtes en 2G, en 3G, en 4G ou en 5G bientôt. Et pour ce qui est du débit Internet, il y a plein de sites qui le montrent à partir d'une adresse. Vous pouvez connaître les offres disponibles des opérateurs. Chaque opérateur va vous dire s'il est capable de vous fournir l'ADSL, la fibre, avec le débit que vous pouvez avoir. Donc c'est important de se renseigner là-dessus. Et aussi, vous pouvez demander au propriétaire en place, si jamais il a déjà fait tout ce travail-là, il vous répondra. Un dernier conseil, Corinne ? Oui, un dernier, si vous achetez une maison de campagne pour y vivre à temps partiel et même si ce n'est que pour y passer vos week-ends, n'achetez pas trop loin de chez vous, de votre résidence principale. Ça vous permettra d'en profiter le plus possible et accessoirement de réduire vos coûts de transport, surtout quand on voit les prix à la pompe en ce moment. N'allez pas trop loin, c'est souvent une erreur, c'est-à-dire que souvent on néglige un peu la fatigue du transport et puis on finit avec une maison de campagne dans laquelle on va une fois tous les 3 mois parce qu'on a la flemme. Donc n'allez pas trop loin, c'est comme ça que vous en profiterez le mieux. Toujours plein de conseils pratiques avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. On rappelle à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui peuvent également bénéficier de conseils en s'inscrivant sur votre site pap.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, que faire si j'ai un nid de frelons sur mon balcon, ma terrasse ou dans mon jardin ? Bonjour Marc. La présence de nids de frelons et plus particulièrement des frelons asiatiques est devenue de plus en plus fréquente. Ils se sont parfaitement acclimatés et sont aujourd'hui présents sur tout le territoire en France. Comme le précise Christophe Dupont, le président de Techway, que j'ai consulté sur cette question, les frelons ne sont pas plus agressifs que les guêpes, mais leurs piqûres peuvent être plus douloureuses, voire dangereuses, en cas de piqûres multiples. Les frelons peuvent bâtir un nid à peu près partout. Pour les frelons asiatiques, cela va d'un nid à plus de 20 mètres de hauteur dans un arbre, auquel cas il ne présente pas vraiment de danger immédiat pour l'être humain, au coffrage d'un volet roulant ou même d'une boîte aux lettres si celle-ci n'est pas utilisée, par exemple, pendant une période de vacances.
Vouloir traiter le problème soi-même est fortement déconseillé. Lorsque le nid est menacé, les frelons peuvent attaquer et cela peut être véritablement dangereux. Par ailleurs, il est devenu rare que les pompiers acceptent de se déplacer car déjà sollicités pour d'autres interventions considérées prioritaires. Le plus sage est donc de faire appel à un professionnel de la maîtrise des nuisibles et une seule intervention doit suffire pour en venir à bout. Voilà Marc, vous savez maintenant quoi faire et en cas de doute, si vous êtes locataire, vous pouvez faire appel à votre gestionnaire locatif qui vous apportera la bonne réponse. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist TechWay by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et le bien coup de cœur, c'est un bien choisi comme chaque semaine par Corinne Joly, Marc Ezrati. Alors Corinne, on part où cette semaine ? On part en Gironde, à Sainte-Croix-du-Mont, qui est un village de 900 habitants à 40 km au sud-ouest de Bordeaux, et un village avec la fibre optique, donc on peut télétravailler. Et donc c'est une maison. Oui, une maison en pierre avec du cachet qui fait 195 mètres carrés, avec 7 pièces principales, dont 4 chambres, 3 salles de bain, 2 WC, donc vous pouvez y aller nombreux. On est à quel prix, Corinne ? On est à 310 000 €, soit 1 589 € du mètre carré. Voilà, donc pour une maison familiale dans laquelle vous pouvez télétravailler tranquillement, vous avez toute la place, c'est très bien. Merci Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr. On vous dit à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Et on peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et merci à vous, Marc Ezrati. On vous retrouve samedi prochain. Oui. On parlera de quoi ? On parlera de politique. On parlera de politique avec du plaisir. Justement, quelle sera la prochaine politique immobilière et la politique de logement du prochain gouvernement, celui qui sera issu des élections législatives. On va en parler dans On parle IMO sur Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.